Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau aujourd'hui l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Vincent Degère. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, merci de votre invitation aujourd'hui ce matin. Avec vous, on va évoquer plusieurs points qui dominent l'actualité. On va parler du processus électoral, du retrait des observateurs de l'UE. Mais permettez que je commence avec ce point-là qui a dominé l'actualité au cours du week-end dernier. Ouais. Je veux parler du Brexit. Alors, par définition, Brexit, c'est ce référendum organisé en Grande-Bretagne qui prévoyait la sortie, je dirais, des Britanniques de l'UE. Oui. Donc, British Exit, c'est ça. Tout à fait. Alors, en tant qu'ambassadeur de l'UE, c'était un choc pour vous quand vous avez appris la nouvelle de la sortie des Britanniques de l'UE? Je crois toujours que c'est une mauvaise nouvelle. Quand il y a un membre de la famille qui quitte la famille, c'est jamais avec plaisir que ça se passe. On parle aujourd'hui de divorce, entre guillemets, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Bon, cela étant, je crois que c'était quelque chose qui était annoncé quelque part depuis 3 ans. On parlait de ce référendum et du choix démocratique que les Britanniques allaient être appelés à faire. Donc on a pu se préparer, on a entendu toute cette campagne, effectivement, qui s'est déroulée dans les médias britanniques notamment. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, je crois, c'est que l'Union européenne, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une fatalité. On a un traité de Lisbonne qui a été mis en place il y a 5 ans, 6 ans, et qui prévoyait justement une clause de sortie. Donc aujourd'hui, il y a un pays qui décide de sortir. Il y en a beaucoup d'autres qui sont rentrés dans l'Union européenne depuis ces 50 dernières années. Bon, il y en a un qui a fait un choix différent. Il faut respecter le choix démocratique de nos amis britanniques. Maintenant, comme je dis, c'est jamais une bonne nouvelle. Ça prouve effectivement d'abord que l'attractivité quelque part de l'Union européenne n'est peut-être pas assez forte auprès des populations, qu'on n'explique peut-être pas assez bien ni assez complètement ce que l'on fait, pourquoi est-ce que l'on est ensemble et quel est notre projet européen. Donc il y a peut-être un effort didactique effectivement qu'il faut continuer, il faut convaincre les électeurs de l'intérêt de rester dans l'union européenne. Est-ce qu'il y a possibilité de revenir je pense que... ou encore de remettre en question les résultats du référendum? Ça, je laisserai les amis britanniques décider sur ce problème-là. Je sais qu'il y a une pétition qui a déjà fait 3 millions de signatures, effectivement, au Royaume-Uni, qui circule. Mais encore une fois, je crois qu'il faut un peu de constance en politique. Donc on fait un choix, effectivement, qui est un choix démocratique de sortir. Si les Britanniques actent cette décision, ce qu'ils n'ont pas encore fait, puisque l'article 50, comme on dit, de sortie, effectivement, doit être activé par le Premier ministre britannique. Le processus de sortie n'est pas... Pour l'instant, il n'a pas encore voulu le faire. Je crois que les 27 États membres voulaient, eux, que ça se fasse relativement rapidement. Je ne sais pas, finalement, si nos collègues britanniques vont vouloir se précipiter, on va dire, dans ce processus, parce que c'est un processus, on le voit tout de suite, qui pose beaucoup de problèmes. Il pose beaucoup de problèmes au Royaume-Uni lui-même. On voit bien qu'il y a là différentes voix qui se font entendre au sein des partis politiques, que ce soit au sein du Labour comme au sein du Parti conservateur. Au niveau des différents membres du Royaume-Uni lui-même, l'Écosse n'est pas très heureuse, on va dire, de cette situation. L'Irlande du Nord, je crois, pas non plus forcément. Donc ça pose tout un tas de problèmes, effectivement, pour nos amis britanniques. Est-ce qu'à votre avis, c'est en raison des conséquences qui sont presque immédiates, je dirais, sur la monnaie non, je pense que l'Écosse, classiquement, était toujours très pro-européenne. Elle l'a montré d'ailleurs dans le vote qui s'est passé. L'Irlande du Nord, c'est la même chose, parce que quand on a essayé de... Il faut se rappeler que l'Irlande du Nord est passée par des crises assez graves, l'IRA, etc., ces phénomènes terroristes qu'ils ont connus dans le passé. L'Union européenne a aidé à surmonter, je dirais, ces grands problèmes. Et les gens s'en souviennent. Donc les gens veulent rester, entre guillemets, dans l'Union européenne de ce fait-là. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de conséquences immédiates. La chute de la monnaie, effectivement, est un des problèmes. Les délocalisations probables qui ont été annoncées est un autre des problèmes auxquels nos amis britanniques sont confrontés aujourd'hui. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils veulent gérer ça. Ça, c'est leur décision, c'est à eux de voir. Ce qui est important pour nous en tant qu'Européens, effectivement, c'est d'essayer de faire en sorte que le projet
continue, aille de l'avant, que l'on puisse dialoguer avec les populations qui sont dans l'Union européenne, parce que ce phénomène nationaliste qu'on a vu éventuellement s'exprimer au Royaume-Uni, il existe aussi dans d'autres États membres de l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut mieux expliquer la politique, pourquoi est-ce qu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, et pourquoi c'est important de rester unis. Parce que l'Union européenne, elle a des défis économiques, c'est tout à fait clair, il y a besoin d'une solidarité économique, elle a des défis extérieurs, on voit bien l'instabilité à nos frontières. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a la guerre en Libye, en Syrie, etc. Donc ce sont des défis considérables. Aujourd'hui, c'est aussi la migration aujourd'hui. Tout à fait. Donc, et c'est clair qu'un pays individuel a beaucoup plus de difficultés à faire face à ces défis que si on les approche de manière collective. C'est tout à fait clair. Mais ça, il faut le dire, il faut l'expliquer et il faut le démontrer concrètement. Maintenant, voyons pour jusqu'où ça peut affecter, par exemple, la marge de manœuvre de l'Union européenne dans ses actions multilatérales. Bon, le Royaume-Uni est évidemment une économie importante de l'Union européenne. C'est une des 4 grandes économies, on va dire, de l'Union européenne. Donc le fait qu'il sorte va poser problème. Maintenant, jusqu'où vont-ils sortir? Je veux dire, je crois que déjà, on entend très bien nos amis britanniques dire on veut s'éloigner, mais on veut quand même rester en même temps assez proche de l'Union européenne. En termes de marché intérieur, on veut continuer effectivement à participer au marché intérieur, éventuellement comme le font les Norvégiens aujourd'hui, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont effectivement dans le marché intérieur, donc ils sont intéressés effectivement. Donc ils veulent s'éloigner sans être trop loin non plus. Donc on va voir un peu comment les choses vont se passer. Donc je pense que le marché unique européen va rester la principale économie mondiale, on va dire, de ce point de vue-là, donc ça c'est quelque chose d'établi. Ensuite, effectivement, la capacité de l'Union européenne de se projeter à l'extérieur, c'est mieux quand les Britanniques sont avec nous que quand ils sont dehors. Pas avec nous, clair. Mais c'était quoi la motivation des indépendantistes? Je crois que c'était de recouvrer une certaine forme de souveraineté et de contrôle. En tout cas, c'était leur langage à eux, de ce point de vue-là. Moi, je ne le partage pas, mais c'était leur définition de ce côté-là, de redonner à Westminster, on va dire, le contrôle sur l'adoption des lois au sein du Royaume-Uni et l'application de ces lois. Ils ont toujours été un peu contre un phénomène d'intégration, effectivement, plus poussé, on va dire, de l'Union européenne, plus politique de l'Union européenne, une mise en commun, effectivement, de souveraineté. C'est ça, l'Union européenne, c'est le mettre en commun. C'est pas un abandon de souveraineté, c'est une mise en commun de souveraineté. C'est ça. Mais mettre en commun des souverainetés, ça veut dire aussi accepter que d'autres participent à la décision. C'est qu'on n'est pas tout seul à décider. Si maintenant ils veulent décider, eux, tout seuls, évidemment, ils doivent sortir de l'Union européenne. Maintenant, l'impact sur Haïti? Moi, je crois qu'il n'y a pas d'impact à attendre sur Haïti de cette sortie, en tout cas même à long terme, pas immédiate. Non, je ne crois pas, parce que les programmes d'aide de l'Union européenne sont définis pour les 7 années à venir. Donc de ce point de vue-là, on a vraiment du temps devant nous et pour voir les choses évoluer calmement. Les Britanniques ont quand même une influence dans un certain nombre de pays voisins, effectivement, d'Haïti. On ne peut pas se parler de Turquie et Caïcos, pour commencer, qui est tout proche, effectivement. Et puis les îles dans les Caraïbes également, avec elles, ils ont des relations traditionnelles, historiques, du Commonwealth, etc., qui continuent. Donc d'avoir les Britanniques avec nous, je crois que c'était toujours été un atout, parce qu'ils ont une bonne compréhension de la région, ils ont des intérêts ici, ils ont un intérêt vis-à-vis d'Haïti aussi de ce fait de stabilité dans les Caraïbes en général. On a parlé tantôt de la répercussion d'une telle décision sur la monnaie de Londres. Maintenant, voyons pour l'euro en tant que tel. Est-ce que ça peut impacter L'euro a perdu quelques points aussi dans cette affaire parce que forcément, de voir l'Union européenne, un de ses membres quitter, un membre majeur quitter l'Union européenne, ça inquiète forcément toujours les marchés financiers et les marchés économiques. Donc il y a une réaction au départ. C'est pour ça que c'est important de montrer très vite qu'on se remet au travail, qu'on règle le problème, si je puis dire, rapidement, de manière claire, nette, sans embâge, et que le projet européen continue et qu'on va de l'avant. Haïti, l'actualité en Haïti, il y a une séance qui est prévue aujourd'hui, en Assemblée nationale évidemment. Elle a été avortée la semaine dernière. Mais on va tenter. Ce sera la deuxième tentative, si on peut dire. Est-ce que vous avez des attentes spécifiques? Oui, je crois qu'on a une très forte préoccupation par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, parce que depuis le 14 juin, on a une situation qui n'est pas saine, qui n'est pas claire du point de vue institutionnel. Donc on parle de vide institutionnel, non seulement institutionnel, mais quelque part légal.
qui a la responsabilité finalement de représenter ou d'engager l'État par écrit, si je veux dire, en signant des accords, etc. Il y a une question qui se pose. Donc cette incertitude est très préjudiciable, je dirais, globalement aux intérêts d'Haïti au sens large. À côté de ça, l'autre phénomène, c'est qu'il y a des problèmes économiques et sociaux importants dans le pays, on pourra en parler éventuellement tout à l'heure, et qu'on a besoin d'une gouvernance qui se préoccupe de ça. Donc il faut rapidement, si je puis dire, régler les problèmes politiques qui sont là, de lutte pour le pouvoir, on va dire, entre les instances politiques, pour revenir et s'occuper des problèmes concrets des Haïtiens et des Haïtiennes. Et là, on a l'impression effectivement que toute l'énergie du Parlement, des autorités, est concentrée sur cette lutte de pouvoir, et pas tellement sur les problèmes de tous les jours, je dirais, auxquels les citoyens haïtiens sont confrontés. Donc il y a une nécessité, je crois, très rapidement. Il y a un autre phénomène qu'il faut souligner, et je crois qu'on en parlait tout à l'heure, c'est aussi l'impact que ça a sur la stabilité globale du pays. On voit très bien que la situation d'insécurité s'accroît à l'heure actuelle. On a eu ces incidents et ces mitraillages, on va dire, de façade qui ont eu lieu le week-end dernier, en plus des petits crimes qui se sont ajoutés à cela, qui sont extrêmement pernicieux, à la fois vis-à-vis de ressortissants haïtiens, mais aussi vis-à-vis de ressortissants américains ou de l'Union européenne, je dois le déplorer malheureusement ici. Et ce sont des incidents graves et qui posent problème. Vous vous posez des questions aussi, notamment à qui cela pourrait profiter, par exemple? Mais écoutez, c'est très difficile à lire. La lisibilité de ce genre d'attaque, je crois que tous les éditorialistes de la presse haïtienne se creusent un peu le cerveau pour essayer de comprendre à qui profite le crime. De ce point de vue-là, on se pose évidemment la même question. Mais l'une des questions fondamentales, c'est qu'il faut rapidement restaurer de la légitimité et de la gouvernance institutionnelle claire. Il faut que la police soit confortée dans son rôle pour qu'elle fasse son travail. Il faut que la justice également fasse son travail de manière sérieuse, qu'on voit des résultats au bout des enquêtes qui sont menées. C'est la seule façon, je crois, de restaurer de la légitimité institutionnelle et de mettre de l'ordre, entre guillemets, c'est ce que les gens veulent. Il faut de la sécurité, il faut également de l'ordre dans le processus institutionnel du pays. Combien de fois vous avez rencontré le président provisoire? J'ai rencontré à de multiples occasions. Je veux dire, on s'est rencontrés lors de sa prise de fonction. Évidemment, on a beaucoup discuté à ce moment-là des perspectives du mandat suite à l'accord de sortie de crise du 5 février. Et puis on s'est revus à diverses occasions et réunions. On a parlé également de la RN3 et de la Citadelle, donc on parle aussi de choses tout à fait concrètes avec le président ou sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais c'est clair que dans la situation actuelle, depuis le 14 juin, il y a une difficulté de savoir effectivement qui, et c'est pour ça qu'on attend la décision du Parlement de ce point de vue-là. Donc aujourd'hui, comme tous les autres observateurs, l'Union européenne va avoir les yeux rivés sur le Parlement pour savoir si la séance va avoir lieu et ce qui va être décidé. Oui, et très honnêtement, j'espère que les parlementaires ont un sursaut de ce point de vue-là et qu'ils seront capables effectivement de venir avec une solution durable pour le pays. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, il y a non seulement l'ensemble des problèmes qu'on a évoqués qui sont là, qui sont sur la table et qui doivent être réglés de manière urgente, mais il y a aussi toute la situation institutionnelle, sécuritaire, etc., qui en découle. Donc il faut qu'on trouve très vite des réponses concrètes, parce que sinon, nous allons être obligés de nous ajuster, si vous voulez, par rapport à cette réalité ou cette insécurité institutionnelle et légale que l'on voit au grand jour aujourd'hui. Et cet ajustement se ferait de quelle manière? Ben, je disais tout à l'heure, on a des difficultés aujourd'hui à identifier qui sont les interlocuteurs légitimes, on va dire, du pays. Donc pour nous, ça pose un problème de dialogue, effectivement, d'engagement avec ces différents interlocuteurs. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va observer la pause. Au retour, on parlera de l'implication de l'Union européenne, d'abord de l'implication de l'Union européenne dans le processus électoral, le retrait de vos observateurs, et on parlera aussi du Forum urbain national initié par le comité interministériel pour l'aménagement du territoire. Ça se fera demain. Oui, et ça, ce sont les problèmes concrets de tous les jours. Oui, alors on verra cela et tout de suite après la pause. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole.
Notre invité ce matin, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, M. Vincent Degère. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. L'ambassadeur de l'Union européenne, M. Vincent Degère, est avec nous ce matin pour commenter l'actualité, pour parler aussi du deuxième forum urbain national. Mais avant, parlons et de l'actualité politique. Il y a eu déjà ce petit coup d'œil sur le Parlement haïtien où cette séance doit se tenir aujourd'hui en Assemblée nationale. Vous avez évoqué vos attentes, monsieur l'ambassadeur. Maintenant, vous avez entendu que la voiture de M. Séan a été attaquée hier. Et apparemment, ce serait son véhicule privé. Et vous avez une réaction à ça? Je dois dire que je connais très bien M. Séan parce que je trouve que c'est mon voisin, donc on se voit assez régulièrement. Et je suis assez choqué, je dirais, par ces actes de violence. Je sais qu'il avait déjà eu un membre de sa famille, je crois, qui avait été tué il y a quelques mois. Donc je crois qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, très rapidement mettre un terme à ces actes de violence et reprendre, je dirais, la vie normale et le contrôle des choses. Monsieur Séan est un acteur politique, est engagé, comme on le sait, dans les élections, comme beaucoup d'autres. Et je crois qu'il faut que le jeu démocratique se fasse et qu'ensuite, on verra bien comment les choses évolueront. Mais la violence n'est une solution à rien. Aujourd'hui, ils sont 27 candidats. Vous avez applaudi la décision prise par nos hommes politiques de confirmer leur candidature à la présidence, encore une fois? Écoutez, très honnêtement, on sait que l'un des problèmes, on va dire, des élections antérieures est issu notamment du très grand nombre, on va dire, de candidats, pas seulement de candidats, mais de partis politiques aussi. 54 candidats, on rappelle, lors des élections de 2015, 128 partis politiques. C'est l'une des sources des problèmes, on va dire, du système électoral qui est à la fois très coûteux, qui nécessite énormément de mandataires. On a parlé de 917 000 mandataires lors des élections précédentes. Je me suis amusé à faire un calcul avec 27 candidats, 13 725 bureaux de vote. Ça nous fait 370 000 mandataires à nouveau, éventuellement. Voilà, donc je crois qu'il faut réfléchir très sérieusement à... Alors, d'un côté, c'est la démocratie, tout le monde peut être candidat, etc. Oui. Mais je crois qu'il faut aussi être un peu raisonnable, je dirais, quant aux chances de succès des uns et des autres. Maintenant, vous avez pris certaines décisions, je vais parler de l'Union européenne, avec le retrait, par exemple, de vos observateurs. Qu'est-ce qui avait vraiment justifié? Est-ce que c'est uniquement le fait qu'il y a eu une commission qui aurait remis en question le rapport de l'UE? Est-ce qui a porté les observateurs à se retirer du processus, à ne pas observer. Je crois que c'est un peu une accumulation qu'on a observée au fil du temps. Je crois que notre mission d'abord est venue ici à l'invitation des autorités haïtiennes. Donc on ne s'est pas imposé, on n'a pas demandé à venir, on nous a invités, effectivement on est venu. On a toujours eu un œil assez critique sur la manière dont les élections se sont déroulées. Je rappelle qu'au départ du processus, avec ce système de décharge, nous avons toujours critiqué le principe même, je dirais, de la décharge, en tout cas la manière dont il est appliqué ici en Haïti, et le fait que ça ait mis à côté la candidature d'un certain nombre de personnes qui, de notre avis, avaient toute légitimité pour concourir aux élections. Donc on a toujours une attitude assez critique. On a aussi critiqué les journalistes, parce qu'on a trouvé à un moment donné que la télévision nationale haïtienne ou la radio nationale haïtienne donnait des privilèges, je dirais, à certains protagonistes dans la campagne électorale et pas à d'autres. Voilà, donc on a effectivement toujours eu cette approche assez claire de ce point de vue-là. D'un autre côté, là on a toujours eu une divergence de vues, aussi avec un certain nombre d'observateurs ici locaux, c'est sur la question des soi-disant fraudes massives. Non pas qu'on ait dit qu'il n'y ait pas eu de fraude ou qu'il n'y ait pas eu une possibilité de fraude, ça il y en a probablement eu, et c'est pour ça que le centre de tabulation avait déjà mis à l'écart 500 PV sur les 13 725. Mais on a toujours eu un doute sur le caractère massif, entre guillemets, et l'influence réelle des fraudes sur le système. Et vous maintenez cette impression? Et nos experts, en tout cas, qui travaillent sur ces matières dans différents pays du monde, ont toujours maintenu cette position et cette analyse. Et d'ailleurs, ils ont pointé un certain nombre de choses.
La première, c'est que c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand on annule une élection, ça veut dire qu'on met de côté 1,5 million de voix d'électeurs. Donc on prive ces électeurs finalement de leur voix légitime. Donc ce n'est pas une décision qu'on doit prendre comme ça, je dirais, à la légère. Si elle est prise, il faut démontrer effectivement qu'il y a eu un certain nombre de fraudes. Quand je lis les rapports, je ne vois pas trace claire. Il y a des présomptions qu'il pu y avoir des fraudes, mais il n'y a jamais de démonstration de fraude. D'ailleurs, s'il y avait des démonstrations de fraude, on aurait peut-être trouvé des fraudeurs d'ailleurs de ce point de vue-là. Mais ça, on n'a jamais réussi à le trouver, à le démontrer. Voilà, donc on a cette situation-là. Donc nous, on ne partage pas l'analyse finale, si vous voulez, qui a été faite par les deux commissions successives, notamment la dernière. Et d'ailleurs, on pointe sur un autre caractère contradictoire. Si on me dit qu'il y a eu des fraudes massives, comment ça se fait qu'il y a eu une urne qui soit victime de ces fraudes massives et les 3 autres qui soient immunisées contre ces fraudes massives? Donc il faut être cohérent à ce moment-là. Si on me dit qu'il y a eu des fraudes massives pour les élections, ça concerne la présidentielle, ça concerne les législatives, ça concerne les municipales. Donc il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Pour l'instant, donc on se trouve dans cette configuration où, alors qu'on nous dise autre chose, un message politique, qu'on nous dise, écoutez, il n'était pas possible de refaire un deuxième tour parce que socialement, politiquement, c'était difficile de refaire un tour avec les 2 candidats qui étaient issus du premier tour, bon. Mais qu'on essaye de nous démontrer qu'il y a une raison par A plus B, entre les mathématiques qui l'amène à ce résultat. Nous, on a nos doutes et on l'a dit, on l'a exprimé. Visiblement, on ne partage pas notre point de vue, donc on a dit, écoutez, dans ces circonstances-là, vu qu'on ne partage pas le choix de l'annulation des élections présidentielles, vu qu'on ne partage pas non plus, vu qu'on n'est pas très bien perçu, on va dire, pour être tout à fait clair sur le sujet, on a dit qu'on préférait effectivement, et pour les raisons que je viens d'évoquer, retirer notre mission d'observation. Parce que aussi, il faut être clair, nous avons investi 5 millions d'euros dans le Basket Fund donc pour financer les élections. On a rajouté encore pratiquement 4 millions d'euros pour l'organisation de missions d'observation. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc nous, on est obligé de rendre compte, si vous voulez, aux contribuables européens de l'utilisation de fonds publics. Ça vous fait près de 10 millions d'euros. Voilà, donc il faut expliquer qu'est-ce qu'on a réalisé avec cet argent. Et quand on regarde la situation, si vous voulez, aujourd'hui, on reprend tout, si je puis dire, depuis le départ, ça nous pose un problème de justification vis-à-vis du Parlement européen. Encore une fois, ce sont nos experts, c'est notre mission d'observation, ils sont indépendants, ils font leur travail de manière indépendante du système politique de l'Union européenne, donc c'est pour ça que c'est un parlementaire d'ailleurs qui est à la tête de cette mission d'observation. Et Madame Valenciano a considéré que les conditions d'un travail correct n'étaient pas réunies puisque les différentes recommandations qu'on avait pu formuler n'avaient pas reçu l'assentiment, on va dire, des autorités. Donc dans ces circonstances, on a pensé qu'il fallait mieux, effectivement... Est-ce que vous allez poser de nouvelles conditions pour revenir, pour... Non, je crois que d'abord on ne nous a pas demandé de revenir, donc on verra, et en général, on verra ce que feront les... Non mais en général on vous invite. Encore une fois, il va falloir qu'on explique ce qui s'est passé et pourquoi éventuellement on reviendrait, et est-ce que les conditions aujourd'hui d'un retour sont meilleures que lorsque l'on est parti il y a quelques semaines ou quelques mois. Ouais, maintenant, est-ce que Haïti peut encore compter sur lui? L'Union européenne est engagée en Haïti, indépendamment du processus électoral. Je veux dire, ça c'est tout à fait clair. On est engagé dans la vie économique et sociale du pays, on finance des infrastructures, on travaille sur la sécurité alimentaire, les vulnérables, l'aide humanitaire également, la reconstruction, on parlera tout à l'heure du forum urbain, donc on est dans cette dynamique-là aussi. On a travaillé sur l'éducation, sur d'autres thèmes qui sont importants pour les citoyens. Et notre engagement, il est plein, il est entier, il est parfaitement là, indépendamment du processus électoral. Bien sûr, nous, ce qu'on souhaite quand même, c'est qu'il y ait rapidement et le plus rapidement possible des institutions légitimes qui soient mises en place en pleine capacité, je dirais, pour prendre des décisions stratégiques pour le pays. Donc vous attendez encore comment ça va se passer? Est-ce que l'on peut se dire s'il y a de la confiance dans le processus électoral, s'il y a de la transparence, s'il y a une mise en place, par exemple, qui donne l'impression que tout va bien se passer, est-ce que l'UE va s'impliquer une nouvelle fois, que ce soit dans le financement, que ce soit dans le déploiement des observateurs, et si Haïti souhaite
Donc on vous invite à vous impliquer. Bon, d'abord, sur ces différents points, on n'a pas été invité, on n'a pas été sollicité, donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse précise à faire par rapport à ces différents éléments. On verra si effectivement nous sommes à nouveau sollicités, et ensuite on verra aussi si les conditions effectivement sont réunies. Je crois que M. Berlanger et son équipe au Conseil électoral provisoire ont un très très gros travail à faire, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'améliorations qu'il faut apporter au processus. Il en a mis en place un certain nombre. J'ai beaucoup discuté avec lui de la question des mandataires, et ça je crois que c'est un thème qui lui tient à cœur. Il va essayer d'y apporter une solution. Je lui souhaite bien sûr d'y parvenir, parce que malheureusement M. Oppon n'avait pas lui réussi à convaincre les partis politiques en fait de la nécessité d'assainir cette situation. J'espère que lui y parviendra. Il a notre plein soutien bien sûr dans cette épreuve. Mais je lui ai dit une chose, c'est qu'en fait la clé on la verra le 9 au soir ou le 10 octobre au matin, après le futur premier tour qui est annoncé selon le calendrier que le CEP a proposé. On verra d'abord s'il y aura un taux de participation significatif à cette élection. Ça, je crois que c'est quand même une donnée fondamentale. Est-ce que les citoyens adhèrent au processus? Parce que pour l'instant, quand même, le taux de participation reste extrêmement faible. Donc il faut les rassurer, il faut les convaincre. Ça, c'est le rôle des politiques aussi, de procéder à ça. Il faut sécuriser évidemment l'élection. Ça, c'est un autre défi qui est devant nous. Et un deuxième indicateur qui sera tout à fait clair, c'est l'acceptation des résultats. Est-ce que l'ensemble des prétendants, 27 aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, vont accepter le résultat, où il y en aura deux qui gagneront un ticket pour le deuxième tour, et 25 autres qui ne gagneront pas. Vous avez une idée sur le processus électoral haïtien qui, de l'avis de certains observateurs, est peut-être archaïque, voire anachronique? C'est votre point de vue? Non, je ne crois pas. Je crois que le processus tel qu'on l'a vu fonctionner, alors il y a eu des problèmes le 9 août de l'année dernière, le 25 octobre les choses se sont globalement mieux déroulées. Il y a quand même des très claires imperfections qui sont là. Maintenant il faut s'atteler à ces imperfections, apporter les correctifs nécessaires, et il n'y a pas de raison que les élections en Haïti ne se passent pas aussi bien que peuvent se passer dans d'autres pays, voire voisins à côté ou plus loin dans la Caraïbe. C'est tout à fait possible d'avoir des élections parfaitement saines ici en Haïti. Donc vous observez ce qui se passe, mais les élections aujourd'hui ne constituent pas une priorité pour l'Union européenne. La priorité... Sinon, je vous arrête. C'est une priorité. C'est pour ça qu'on était engagé dans ce processus, et à plein et à fond jusqu'à maintenant. Il y a eu une dissociation parce qu'on a eu un désaccord sur l'interprétation des résultats, des faits, etc. Donc ça c'est autre chose. Dire que les élections sont importantes, il faut continuer à le dire, parce que c'est la seule voie de désignation des autorités légitimes du pays, que ce soit le président, que ce soit les parlementaires ou les maires qui doivent travailler au niveau des municipalités. Il est indispensable d'avoir un tissu d'élus qui soit au service de leurs citoyens et qui rendent compte à leurs citoyens de la politique qu'ils mènent, dans laquelle ils sont impliqués. C'est ça qui est essentiel. Le deuxième forum, c'est demain? Oui, le forum, c'est le 29 juin. Pourquoi ce deuxième forum? Mais écoutez, d'abord, c'est une initiative du comité interministériel de l'aménagement du territoire, le CIAT, que l'on soutient avec nos amis de l'Agence française de développement. Il y a plusieurs raisons, je crois, à cela. D'abord, il y a un phénomène d'urbanisation au niveau mondial. Il y a une grande conférence qui se tiendra dans quelques semaines à Kyoto, en Équateur, et qui rentre dans cette logique de développement durable et de développement d'une ville durable. Donc là, ce sera un moment important au niveau mondial de réflexion sur le développement de la ville. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que il y a à peu près 53% de la population mondiale qui vit en ville, et ce taux va passer à 66% d'ici 30 à 40 ans. Ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire qu'il y a 2,5 milliards de gens supplémentaires qui vont vivre dans des villes. Donc forcément, il va y avoir une pression démographique extrêmement forte sur ces espaces de villes. Donc il faut organiser la vie dans les villes, faire ces villes plus sûres, environnementalement acceptables, je veux dire, de ce point de vue, plus sécures, avec de la capacité d'innovation, de création d'activités et de transport moderne, urbain également. Parce que si on ne fait pas ça, on aura l'inverse.
On aura l'insécurité, la saleté, les bouchons dans les embouteillages, etc. Donc il y a besoin effectivement de repenser la ville et de repenser le lien social aussi au niveau de la ville. Donc ça c'est un défi mondial. Et quand on regarde la situation de Port-au-Prince, on comprend tout de suite que Port-au-Prince est clairement lié n'est pas épargné à ce processus. Là, avec en plus d'autres défis tout à fait considérables pour Port-au-Prince et pour d'autres villes en Haïti, c'est les risques. Les risques ici sont beaucoup plus importants que ceux qu'ils sont éventuellement dans d'autres villes. Risque sismique, c'est évident. Je crois que tout le monde a à l'esprit, évidemment, ce qui s'est passé en 2010. Mais il y a aussi les risques cycloniques, donc climatiques que l'on connaît. Il y a les risques de tsunami. Bon, j'ai fait un exercice à Cap-Haïtien il y a quelques jours de simulation. Et on sait très bien que s'il y a un incident là-bas, un tsunami, ça veut dire 75 000 à 100 000 morts. Dans les 20 minutes qui suivent le tremblement de terre et quand la vague arrive. Donc il faut impérativement, par rapport à ces gros risques qui sont là, que l'on prenne les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, on doit les prendre aujourd'hui de manière réfléchie et penser à l'aménagement urbain. Nous, on souhaite que cette réflexion se fasse. On souhaite aussi, pourquoi ? Parce qu'on souhaite aussi que l'ensemble des acteurs de la politique de la ville soient regroupés. Parce que, curieusement, il faut le dire, en Haïti, il n'y a pas de politique de la ville. Ça n'existe pas. C'est quand même extraordinaire. Donc il faut impérativement, vu le développement de l'agglomération de Port-au-Prince, que très rapidement, on mette l'ensemble des acteurs, parce que si on veut avoir une politique de la ville réfléchie, il faut que tous les acteurs tirent dans le même sens. Donc s'il n'y a pas de politique de la ville, encore moins de parler de politique dans les zones rurales, et encore moins de penser à contenir l'exode. L'exode se fera parce qu'on connaît le taux de croissance démographique en Haïti. Et je pense que inexorablement, si vous voulez, le surplus, si je peux dire, dégagé par le taux démographique de croissance va venir vers la ville de Port-au-Prince, de Cap-Haïtien, etc., de Gonaïves, etc. Donc c'est un processus inévitable, donc il faut s'y préparer. Et avec la conséquence que l'on sait, bidonvillisation... Tout à fait, construction anarchique, risque de glissement de terrain, etc., en cas de pluie, etc., égouts, assainissement d'eau... donc ce sera l'occasion de... Tout ça, il faut faire le bilan là-dessus et réfléchir sur l'avenir. Ce sera l'occasion de faire un état des lieux, et aujourd'hui proposer des solutions... Et proposer des solutions, tout à fait. Avant de participer au Forum mondial. Tout à fait. Donc mais Haïti aussi, doit être... Mais pas seulement, c'est pas seulement le perspective du Forum mondial. Le Forum mondial sera plus pour échanger de l'expérience, du savoir-faire, des réflexions sur les techniques. Ce qu'il faut ici et demain en Haïti, c'est avoir une réflexion sur la politique de la ville, de manière à ce que nous par exemple, avec l'Union européenne, on veut investir près de 100 millions d'euros dans l'aménagement de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Mais si on veut le faire de manière organisée, articulée, réfléchie, ordonnée, participative. Ça, c'est important. Je crois qu'il faut effectivement que les citoyens aient voix au chapitre, c'est-à-dire qu'ils puissent s'exprimer sur la manière dont ils veulent vivre dans leur quartier, comment organiser la vie et le transport dans leur quartier. Et donc il faut qu'il y ait une participation citoyenne à ce processus. Ça doit s'organiser. Donc il faut des méthodes pour y parvenir, y aboutir. On a des expériences du passé. On avait un programme, après le tremblement de terre, de reconstruction d'un certain nombre de quartiers ici, dans Port-au-Prince. On a fait ça dans 8 quartiers de la ville. Donc on a une certaine technique d'expérience, de regrouper l'UCLBP, le ministère des Travaux publics, la DINEPA, le DH, etc. Donc on a appris, si je peux dire, comment travailler ensemble. Maintenant, il faut passer à une autre dimension de cette politique. Et la dimension, c'est la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et vous voulez nous rappeler les secteurs qui sont attendus à ce forum ? Écoutez, on aura l'ensemble de nos partenaires que j'évoquais tout à l'heure, donc l'UCLBP, le ministère des Travaux publics, la DINEPA, le SIAT évidemment, qui lui a, je dirais, le rôle d'encadrement réglementaire, législatif et conceptuel, on va dire, de cette politique de la ville. Donc il faut que tous ces acteurs soient là. Il y a la formation aussi qui doit être là, les universités, la réflexion effectivement sur la ville. Il y a aussi les métiers de la ville, construire les bosses maçons, bien construire une bonne ville. Il faut des gens qui sachent, qui connaissent les techniques, comment faire. Donc voilà, il faut effectivement qu'on ait l'ensemble de ces partenaires autour de la table pour discuter, réfléchir comment on peut faire et ensuite qu'on aille vers les décisions et la mise en œuvre. Le dernier mot, monsieur l'ambassadeur ? Le dernier mot ? Écoutez, venez demain d'abord au forum urbain, parce que ce que je veux dire simplement plus concrètement, c'est il faut s'occuper de la vie de tous les jours des gens. Je crois que c'est ça qui est essentiel. C'est pour ça que je faisais cet appel tout à l'heure. Il faut qu'aujourd'hui, les parlementaires prennent des décisions.
aboutissent à une décision parce que les citoyens, je pense ici, attendent effectivement que ces décisions soient prises pour qu'on puisse se tourner vers leurs problèmes. L'autre jour, je parlais des infrastructures. On construit des routes, mais c'est pas normal qu'il y ait des camions avec des essieux surchargés qui roulent sur ces routes. Ça fait 5 ans qu'on parle d'une loi sur la charge à l'essieu. Donc moi j'aimerais que les parlementaires, une fois qu'ils ont réglé leurs problèmes politiques, entre guillemets, se tournent vers les problèmes législatifs qu'on en a et qu'on trouve des solutions. Merci encore une fois, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Vincent Dugère, l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Merci encore. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.